Une femme qui cousait les robes de mariage des autres n'avait jamais imaginé qu'un jour, elle tiendrait dans ses mains la robe d'un veuf. Ses sœurs l'avaient envoyée dans le 16e arrondissement, comme on lance une mauvaise plaisanterie, pour qu'elle rentre humiliée, la tête basse, avec ses aiguilles bon marché et son avental délavé. Sauf qu'Antoine de la Cour avait ouvert la porte, l'avait regardé 3 secondes en silence et avait dit « C'est vous que j'attendais ». Et ce qui était une moquerie devint quelque chose que personne dans cette famille n'avait prévu. Laissez un like, laissez un commentaire et suivez-nous dans cette histoire. Antoine de la Cour n'avait pas fait de café depuis 170 jours. Il savait le nombre exact parce qu'il comptait encore les jours depuis que Claire était morte. Non pas par discipline, mais parce que son cerveau refusait de cesser de compter, comme si chaque matin il espérait encore se tromper dans l'addition. Le café restait dans le placard, au-dessus de la machine miellée que Claire avait choisie un samedi de novembre, avec la même rigueur qu'elle mettait à choisir tout le reste. Le carrelage de la salle de bain, la nappe du dimanche, la teinte exacte du blanc sur les murs. Elle appelait ça « créer un intérieur qui respire ». Antoine avait compris trop tard ce qu'elle voulait dire. Il était 6h30 du matin quand il se leva, ce mercredi de mars, avec le même mouvement mécanique qui structurait chacune de ses journées depuis 2 ans. Douche froide, costume gris anthracite, café qu'il ne ferait pas, et le silence de 340 mètres carrés qui pesait sur lui comme une matière physique. L'appartement du 16e arrondissement était exactement tel que Claire l'avait laissé. Les coussins crème sur le canapé de lin naturel, les livres rangés par ordre de hauteur sur les étagères laquées blancs, les cadres alignés au millimètre sur le mur du couloir. Antoine n'avait déplacé aucun objet, non par sentiment de muséification, mais parce que chaque fois qu'il pensait à bouger quelque chose, sa main s'arrêtait à mi-chemin et il ne trouvait pas la raison suffisante pour continuer le geste. Il prit son manteau, vérifia son téléphone, 3 messages de Marc, son associé, concernant le chantier de la Défense, un email du notaire sur la réévaluation du patrimoine, une notification d'une application qu'il n'utilisait plus, et sortit. Dehors, Paris était gris et froid avec cette lumière de début mars qui ne décide pas encore si elle veut être hiver ou printemps. Il marcha jusqu'à la boulangerie du coin, commanda un croissant qu'il mangea debout au comptoir sans vraiment le goûter, puis héla un taxi pour rejoindre les bureaux de la Delacour Bâtiment, avenue de Friedland. Le chauffeur dit bonjour. Antoine dit bonjour. Personne ne dit autre chose. La Delacour Bâtiment réalisait 14 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel sur les marchés de rénovation haut de gamme et de construction tertiaire dans le couloir La Défense Neuilly-sur-Seine. Antoine avait monté la société à 31 ans avec Marc Tessier, son associé depuis les ponts et chaussées, en partant de rien sinon d'une ligne de crédit et d'une réputation à construire. 20 ans plus tard, la boîte tournait presque seule. Les équipes étaient solides, les contrats récurrents, les processus huilés. Antoine continuait de venir tous les jours parce qu'il ne savait pas quoi faire de lui-même autrement. Marc le lui avait dit sans détour, 6 mois après le décès de Claire. « Tu viens au bureau pour ne pas rester chez toi. La boîte n'a pas besoin de toi à ce degré. Toi, tu as besoin de la boîte. » Antoine n'avait pas répondu, ce qui était sa façon de reconnaître que Marc avait raison. Ce matin-là, entre 2 réunions, il ouvrit le tiroir du bas de son bureau et en sortit une feuille pliée en 4, la liste des ateliers de couture. 5 noms, 5 adresses. Les 4 premiers avaient été barrés au stylo noir, l'un après l'autre, au fil des semaines. Le 4e atelier, une maison réputée de la rue du Faubourg Saint-Honoré, avait dit sans détour que toute restauration sur une dentelle de ce type serait techniquement visible à la lumière rasante. La reprise se verra, c'est inévitable. Voulez-vous qu'elle soit discrète ou invisible? Discrète, on peut. Invisible, non. Antoine avait rangé le vestido dans sa boîte, était rentré chez lui et avait regardé le plafond pendant 2 heures. Le 5e nom venait de Madame Lefebvre, la couturière la plus ancienne du marché d'Aligre, une femme de 78 ans qui travaillait encore 3 jours par semaine et à qui Antoine avait été adressé par un architecte d'intérieur. Madame Lefebvre avait pris la dentelle entre ses doigts, des doigts courts, calleux, précis.
l'avait regardé sous la loupe pendant 4 minutes sans rien dire, puis avait posé la pièce sur la table avec une délicatesse que les 4 ateliers précédents n'avaient pas eue. Il y a une seule personne à Paris capable de faire ça sans que ça se voie. Elle s'appelle Camille Moreau. Elle travaille dans le 10e, près du marché Saint-Quentin. Elle n'a pas de site internet. Elle n'a pas besoin d'en avoir. Antoine avait noté l'adresse à la main sur le coin de la feuille, pliée en 4. Ce soir-là, de retour dans l'appartement silencieux, il sortit la boîte de bois de dessous le lit, le même endroit où Claire la rangeait, et l'ouvrit avec les mêmes précautions qu'il avait toujours. La robe était là, soigneusement repliée dans du papier de soie blanc, dentelle belge du siècle passé, col haut, manches longues, un travail d'une précision qui donnait encore aujourd'hui le sentiment que chaque fil avait été posé avec intention. La manche droite portait une déchirure de 7 cm, là où le tissu avait cédé sous le poids du temps. Claire l'avait portée dans l'église Saint-Philippe-du-Roule par un samedi de juin chaud et lumineux. Antoine se souvenait de la façon dont la lumière filtrait par les vitraux et faisait briller la dentelle comme si elle était vivante. Il referma la boîte. Il envoya un message à l'adresse que Madame Lefebvre lui avait donnée. Bref, factuel, le ton qu'il utilisait pour ses emails professionnels parce que c'était le seul qu'il maîtrisait encore. « Bonjour Madame Moreau, j'ai été adressé à vous par Madame Lefebvre du marché d'Aligre pour une restauration de dentelle ancienne. Il s'agit d'une robe de mariée, dentelle belge, avec une déchirure sur la manche droite. Pourriez-vous me recevoir ? Je suis disponible en soirée ou le mercredi. Cordialement, Antoine Delacour. » La réponse arriva 22 minutes plus tard, ce qui le surprit. « Bonjour, Monsieur Delacour. Mercredi prochain, 18h. Apportez la pièce dans une boîte, sans sac plastique. L'adresse est le 23 rue de Chabrol, C. Moreau. Pas de formule de politesse élaborée. Pas de « avec plaisir » ni de « je suis ravi ». Juste les informations nécessaires. » Antoine relut le message 2 fois, et pour la première fois depuis longtemps, sentit quelque chose ressembler à de la curiosité. Camille Moreau était en train de découdre une doublure de veston lorsque le message d'Antoine Delacour arriva. Elle était assise sur le tabouret haut devant sa table de lumière, dans l'atelier de 18 mètres carrés qu'elle louait rue de Chabrol depuis 6 ans. Un espace rectangulaire avec une grande fenêtre sur cour, 3 machines à coudre contre le mur du fond, des étagères chargées d'échantillons de broderie, de bobines classées par couleur, de boîtes à étiquettes manuscrites. L'atelier sentait le tissu chaud, le coton légèrement humide après le repassage, et un fond de cire des vieilles machines. C'était une odeur que Camille ne remarquait plus depuis des années, mais qui la calmait dès qu'elle rentrait, de la même façon qu'une voix familière calme, sans qu'on ait besoin de faire attention aux mots. Elle lut le message 2 fois. Dentelle belge, robe de mariée, déchirure sur la manche droite. Madame Lefebvre ne lui envoyait des clients que quand elle estimait que le travail méritait ses mains. Camille répondit brièvement, nota l'heure dans son carnet papier, un Moleskine noir dont elle utilisait la moitié pour les commandes et l'autre moitié pour des croquis de poing qu'elle inventait la nuit, et continua à découdre la doublure. Elle avait 30 ans et vivait dans un 2 pièces rue du Faubourg Saint-Denis, à 7 minutes à pied de l'atelier. Sa mère, Michel Moreau, 62 ans, habitait le même immeuble, un étage plus haut, dans un appartement que Camille aidait à louer depuis que la retraite de Michel ne suffisait plus à couvrir à la fois le loyer et les médicaments pour l'hypertension. Camille gagnait 1 750 € par mois en moyenne. Les bons mois touchaient 2 000, les mauvais descendaient à 1 500, et elle avait appris à travailler dans ses marges avec la même précision qu'elle travaillait dans les marges d'un tissu. Pas de gaspillage, pas d'imprudence, chaque centimètre comptait. Ce qui ne l'empêchait pas de travailler avec les mêmes aiguilles que sa grand-mère Odette lui avait laissées à 19 ans. Des aiguilles à broder extra fines dans un étui en cuir bordeaux cousu main que personne d'autre ne touchait jamais. Sa grand-mère lui avait dit que les bonnes aiguilles ne se prêtent pas, qu'elles gardent la mémoire des mains de ceux qui les ont tenues, et que cette mémoire se transmet dans le travail. Camille avait 9 ans quand elle l'avait entendu pour la première fois. Elle avait 21 ans quand elle avait compris ce que ça voulait dire.
Ses sœurs ne comprenaient pas ce qu'elle faisait. Élodie, 34 ans, travaillait dans les ressources humaines d'une boîte de conseil à la Défense. Valérie, 36 ans, était responsable marketing dans une maison d'édition du 6e arrondissement. Toutes les deux avaient fait des études longues, vivaient dans des appartements haussmanniens avec parc et point de Hongrie, portèrent des vêtements qu'elles ne raccommodaient jamais. Pour elles, la couture était soit un hobby de retraite, soit un métier de sous-traitant invisible. Camille, dans leur vision, était la cadette qui n'avait pas eu d'ambition. Comprendre, pas fait comme elle. Le fait que Camille ait une liste d'attente de 3 semaines pour ses commandes, que les ateliers les plus respectables de Paris lui envoient des restaurations délicates parce qu'elle était la meilleure dans ce qu'elle faisait, n'entrait pas dans leur cadre. Quand Camille leur avait montré le message de ce monsieur Delacour et l'adresse dans le 16e arrondissement, Valérie avait levé les yeux et souri de ce sourire léger, un peu condescendant, qu'elle réservait aux choses qu'elle jugeait absurdes. Le 16e, Antoine Delacour, tu sais qui c'est? Camille avait dit non. Valérie avait tapé le nom sur son téléphone et tourné l'écran. Delacour Bâtiment, chiffre d'affaires annuel en croissance, projets à la Défense, photo de profil LinkedIn d'un homme aux cheveux gris soignés. Un milliardaire, un millionnaire, avait corrigé Élodie en regardant par-dessus son épaule. 14 millions de CA, c'est pas la même chose. Valérie avait haussé les épaules. Vas-y, Camille, va te ridiculiser avec tes petites aiguilles dans son grand appartement. Et elles avaient ri. Pas méchamment, avec cette légèreté particulière des gens qui ne réalisent pas qu'ils sont cruels. Camille avait posé son téléphone, avait bu sa tisane, avait vérifié l'étui en cuir bordeaux dans son sac et n'avait rien dit. Le mercredi suivant, elle prit le métro ligne 2 jusqu'à Victor Hugo, sortit dans le froid de fin d'après-midi du 16e arrondissement et marcha jusqu'à l'adresse. L'immeuble était en pierre de taille, beau et austère, avec une porte cochère en bois sombre et un digicode en cuivre. Elle appuya sur la sonnette. Une voix d'homme, neutre et précise, 3e étage, ascenseur à gauche. Elle monta, frappa. La porte s'ouvrit. Antoine Delacour avait les cheveux gris aux tempes, une chemise blanche au col légèrement ouvert, des yeux d'un gris-brun que Camille nota sans vouloir les noter. Il la regarda. Pas de haut en bas, pas comme on évalue, mais comme on reconnaît, pendant 3 secondes exactement. Puis il dit, d'une voix calme et posée, « C'est vous que j'attendais. » Camille ne dit rien. Elle entra. L'appartement était exactement ce qu'elle avait imaginé, et rien de ce qu'elle avait imaginé. Camille avait travaillé pour des clients du 16e avant. Pas souvent, mais assez pour savoir à quoi ressemblaient ses intérieurs. Les canapés italiens, les bibliothèques remplies de livres que personne ne lisait, les tableaux achetés pour leur valeur et non pour ce qu'ils évoquaient. L'appartement d'Antoine Delacour avait tout ça. Les étagères laquées blanc, le canapé de lin naturel, le parquet à l'ancienne cirée, mais il y avait quelque chose d'autre, quelque chose que Camille mit quelques secondes à identifier. L'appartement était parfaitement rangé et complètement vide. Pas vide de meubles, vide de vie courante. Pas de verre laissé sur la table basse, pas de livre ouvert sur la coudoir, pas de manteau posé en vitesse sur une chaise. Tout était à sa place avec une précision qui ressemblait moins à de l'ordre qu'à de l'immobilité. Elle suivit Antoine dans le couloir, observant les cadres alignés au millimètre. Des photographies en noir et blanc de paysages, 1 ou 2 de chantiers architecturaux, une seule avec des personnes et qu'elle ne regarda pas assez longtemps pour distinguer qui. Il la conduisit dans le salon, vers une grande table en marbre clair au centre de la pièce, et déposa une boîte en bois verni sur la surface. Ses mains s'arrêtèrent dessus un bref instant, une fraction de seconde à peine perceptible, avant de soulever le couvercle. Camille posa son sac, sortit ses gants fins en coton blanc, les enfila et s'approcha. Elle ne toucha pas encore. Elle regarda. La robe était repliée dans du papier de soie avec un soin évident. Quelqu'un y avait mis du temps, de l'attention, peut-être de la douleur. La dentelle était d'un ivoire profond, presque beurré sous la lumière du salon, avec un motif floral complexe travaillé en relief qui témoignait d'un savoir-faire que Camille reconnut immédiatement comme belgique, fin 19e ou début 20e, technique point de Venise, adaptée sur métier à l'ancienne.
Elle inclina légèrement la boîte pour voir la manche droite. La déchirure était là, précisément là où il l'avait dit. 7 centimètres en diagonale sur le milieu de la manche, là où la tension du temps avait fini par rompre un fil de trame. Elle prit sa loupe de poche, l'approcha du tissu sans le toucher et examina la structure du point sur 3 centimètres de chaque côté de la déchirure. Silence complet dans l'appartement. Elle pouvait entendre la circulation lointaine de l'avenue. Un pigeon quelque part sur un rebord de fenêtre. Le léger mouvement de sa propre respiration. Antoine Delacour se tenait de l'autre côté de la table, les mains posées à plat sur le marbre. Et il ne disait rien. Elle nota mentalement que c'était rare. La plupart des clients meublaient le silence avec des questions inutiles ou des explications non sollicitées. Lui attendait. « C'est du point de Venise sur fond de tulle Bruxelles ?» dit-elle finalement, sans lever les yeux. « Le fil est en lin, pas en coton. C'est pour ça que les autres ateliers ont dit que la reprise se verrait. Ils auraient utilisé du fil de coton fin. Ça ne se fond pas pareil sous la lumière. » Elle se redressa, rangea la loupe. « Je peux le faire. Ça prendra 4 séances d'environ 3 heures chaque. Je travaille ici, pas dans mon atelier. La pièce ne doit pas être transportée plus que nécessaire. » Elle le regarda pour la première fois, vraiment depuis son entrée. « Mercredi, comme vous me l'avez proposé. 18 heures. » Antoine hocha la tête. « Combien ? 140 €. C'est le tarif pour ce type de restauration. » Il y eut une pause brève. Pas de contestation, pas de négociation, mais une pause, comme si le chiffre l'avait surpris par sa modestie. « C'est votre prix ? C'est le prix juste pour ce travail. » Il hocha la tête une deuxième fois. « Mercredi prochain alors. » Camille remit ses affaires dans son sac, reprit son manteau et se dirigea vers le couloir. Elle entendit Antoine marcher derrière elle à bonne distance, ni trop proche ni trop loin, avec cette politesse discrète des gens bien élevés. Il ouvrit la porte d'entrée. Elle dit « Bonsoir ». Il dit « Bonsoir ». L'ascenseur descendit en silence. Dehors, dans la rue froide du 16e arrondissement, Camille marcha 200 mètres avant de s'arrêter devant une boulangerie fermée et de souffler longuement dans l'air froid. Pas parce qu'elle était impressionnée par l'appartement, parce que la dentelle était l'une des plus belles choses qu'elle ait jamais tenues entre les mains, même avec des gants, et parce que l'idée de la réparer correctement lui donnait une satisfaction tranquille et profonde qui ressemblait à de la joie. Elle envoya un message à sa mère en attendant le métro. « Beau travail cette semaine. Je rentre. » Sa mère répondit avec un émoji cœur et la question habituelle. « Tu as mangé ?» Camille sourit dans son écharpe et dit oui, ce qui était à moitié vrai. La première séance, le mercredi suivant, fut exactement ce que Camille avait prévu. Silence et aiguille. Antoine avait préparé la table du salon avec une lampe d'architecte supplémentaire qu'il avait dû chercher dans un autre endroit de l'appartement. Camille nota le câble légèrement poussiéreux, comme si la lampe n'avait pas servi depuis un moment. Il y avait aussi un verre d'eau pour elle, sur un dessous de verre en liège, rien d'autre. Il s'installa dans le fauteuil à l'angle de la pièce, avec un dossier de chantier, et travailla de son côté, pendant qu'elle travaillait du sien. Camille commença par cartographier la déchirure. Pas métaphoriquement, littéralement. Elle avait un carnet où elle dessinait au crayon la structure du tissu endommagé, notant chaque fil rompu, chaque point manquant, la direction du motif de chaque côté de la rupture. C'était un travail de préparation que beaucoup de clients ne comprenaient pas, convaincus que la restauration commençait avec la première aiguille. Pour Camille, la première aiguille ne se posait qu'une fois la topographie du dommage entièrement comprise. Elle avait appris ça de sa grand-mère Odette, qui disait que réparer sans comprendre, c'est aggraver en prenant moins de temps. Elle passa la première heure à ce travail de cartographie, installant la loupe sur pied qu'elle avait apportée dans son sac. Un instrument que sa grand-mère lui avait légué avec les aiguilles. Une loupe binoculaire à grossissement 10x sur pied articulé et travaillant centimètre par centimètre. Elle n'avait pas encore posé un seul fil de la bobine de lin ivoire qu'elle avait commandé spécialement. Un lin belge de fil 120 qu'elle avait trouvé chez un fournisseur spécialisé de la rue de Turbigo après 2 heures de recherche la semaine précédente.
De son côté, Antoine avait cessé de lire ses dossiers environ 40 minutes après le début. Camille le savait sans le regarder. Le silence de quelqu'un qui lit est différent du silence de quelqu'un qui observe. Elle continua son travail sans marquer la chose. Ce n'était pas la première fois qu'un client la regardait travailler. Il y avait dans les gestes de la restauration quelque chose qui attirait l'œil, comme regarder quelqu'un dessiner ou réparer une montre. La précision appliquée avait cette qualité hypnotique. À 19h45, elle rangea ses instruments, marqua soigneusement l'endroit où elle avait arrêté avec une épingle de soie rouge qu'elle ne toucherait pas entre les séances, replia la robe dans le papier de soie et referma la boîte. « À mercredi prochain », dit-elle. Antoine se leva du fauteuil. Elle remarqua qu'il avait l'air légèrement surpris, comme si le temps avait passé plus vite qu'il ne l'avait calculé. « À mercredi », dit-il. Dans le métro du retour, Camille ouvrit son carnet et regarda les notes de la séance. Sous le dessin de la dentelle, sans savoir exactement pourquoi, elle avait écrit 2 mots, « appartement mort ». Elle les regarda un moment, puis referma le carnet. La deuxième séance commença comme la première. Silence, lampe d'architecte, verre d'eau sur le dessous de verre en liège, mais quelque chose avait bougé dans la disposition des choses. Le fauteuil d'Antoine était un peu plus proche de la table qu'il ne l'avait été la semaine précédente. Camille ne dit rien. Elle installa sa loupe, sortit l'étui en cuir bordeaux, choisit son aiguille avec le geste précis et instinctif de quelqu'un qui connaît chaque instrument par le toucher et commença la restauration proprement dite. Le premier fil prit 22 minutes, pas parce que c'était difficile, parce que c'était précis. Il fallait faire rentrer le nouveau lin dans la structure existante du tissu, comme si le fil avait toujours été là, en respectant la tension, le croisement, l'angle. Une tension trop forte et le tissu se froissait. Une tension trop faible et le point se voyait à l'examen. C'était un travail qui ne pardonnait pas l'imprécision ni la précipitation. Elle était dans sa 2e heure de travail. Le silence de l'appartement posé autour d'elle comme une matière confortable quand elle posa sa question. Elle ne l'avait pas préparée. Elle regardait le motif floral du tissu, une guirlande de fougères stylisée courant sur toute la longueur de la manche. Et quelque chose dans la complexité du dessin l'avait amené là. « Ce tissu a été fait sur commande », dit-elle, sans lever les yeux. Les fougères ne font pas partie des motifs standards de l'époque. Quelqu'un l'a demandé spécialement. Silence. Puis Antoine, depuis son fauteuil, Claire aimait les fougères. Ses parents avaient un jardin en Bretagne. Camille hocha la tête légèrement, continua. La robe a été faite ici ou commandée en Belgique? En Belgique. Sa mère la connaissait une maison de Bruges. Il a fallu 8 mois. Il y eut une pause et il ajouta comme si la phrase lui avait échappé. Elle a essayé la robe finale le jour de son anniversaire. Elle pleurait. Moi aussi, mais je n'ai pas voulu que ça se voie. Camille ne dit rien. Ce n'était pas un silence de gêne. C'était le silence de quelqu'un qui écoute et qui laisse de l'espace. Elle entendit Antoine se lever, faire quelques pas vers la fenêtre. La lumière de Mars entrait obliquement dans la pièce, dorée et légèrement voilée. « Madame Lefebvre m'a dit que vous étiez la meilleure pour ce type de travail, » dit-il au bout d'un moment. Elle ne dit ça de personne. Elle est gentille. Elle n'est pas gentille. Elle est honnête. C'est différent. Camille leva brièvement les yeux vers lui. Il était dos à elle, regardant la rue par la fenêtre. Puis elle revint à sa dentelle. Pas parce que la conversation ne l'intéressait pas. Parce que la lumière changeait et qu'elle avait exactement 40 minutes avant que l'angle ne soit plus idéal pour voir les fils fins. Elle repartit à 20h10. Dans l'escalier, elle croisa une voisine avec un teckel en laisse qui lui dit bonsoir avec le sourire automatique des gens d'immeuble. Camille dit bonsoir. Dehors, elle s'arrêta un instant sur le trottoir et regarda la façade de l'immeuble. Les fenêtres du 3e étage, éclairées d'une lumière jaune chaude. Elle pensa à la phrase qu'il avait dite. « Je n'ai pas voulu que ça se voie ». Elle ne savait pas exactement pourquoi cette phrase-là, parmi toutes celles qu'il avait dites, continuait à rouler doucement dans sa tête pendant tout le trajet du retour. La 3e séance arriva avec un ciel de Mars qui ne savait toujours pas ce qu'il voulait. Ni pluie franche, ni soleil décidé. Juste cette lumière grise et diffuse
qui enveloppait Paris comme une respiration retenue. Camille prit le métro comme les 2 fois précédentes, avec son sac de travail sur l'épaule, l'étui en cuir bordeaux dans la poche intérieure de son manteau. Dans le wagon presque vide de 17h30, elle révisa mentalement l'état de la restauration. Les 2 premiers tiers de la Manche étaient terminés, le motif de fougère reconstitué avec une précision dont elle était satisfaite sans être fière. La fierté venait après la dernière aiguille, jamais avant. Il restait la partie basse de la déchirure, là où les fils de trame se croisaient en diagonale et où le risque de tension asymétrique était le plus élevé. C'était le passage difficile. Elle y pensait depuis lundi. Antoine ouvrit la porte avec la même exactitude que les fois précédentes. Pas immédiatement, pas après une longue attente, mais dans les 15 secondes suivant le coup de sonnette, ce qui lui suggérait qu'il était dans l'entrée ou dans le salon, à portée de voix. Ce soir-là, il y avait quelque chose de différent dans l'appartement. Camille le perçut avant de comprendre ce que c'était. Puis elle identifia une odeur, fine, complexe, familière d'une façon qu'elle ne situait pas tout de suite. Une note florale, lourde et poudrée, avec en dessous quelque chose de boisé et de légèrement aldéhydique. Elle s'arrêta une fraction de seconde dans le couloir. « Excusez-moi » dit-elle, et sa voix sortit plus doucement qu'elle ne l'avait voulu. « C'est du Chanel, numéro 5 ?» Antoine s'arrêta lui aussi. Il se retourna vers elle lentement, pas brusquement, pas avec gêne, avec cette lenteur des gens qui mesurent leur réponse avant de la donner. Il la regarda un moment. « C'était le sien, dit-il. J'ai ouvert la boîte ce matin pour vérifier l'état du tissu. Le parfum s'est imprégné dans la dentelle au fil des années. » Une pause. « Vous le reconnaissez. Ma mère en portait quand j'étais petite, les jours de fête. » Elle dit ça simplement, sans affect particulier, comme on donne une information. Puis elle continua vers la table. Il ne reparlera pas du parfum, mais quelque chose dans l'air de l'appartement avait changé de qualité, comme si une fenêtre invisible s'était entr'ouverte quelque part, laissant entrer non pas du vent, mais de la mémoire, et que la mémoire avait une odeur précise. Camille installa sa loupe, ouvrit l'étui, choisit l'aiguille la plus fine du rang, sa préférée, celle qu'Odette utilisait pour les travaux de finition, avec un chat si étroit qu'il fallait la lumière exacte pour y faire passer le fil. Elle avait noué le lin ivoire avec un double nœud de départ invisible et commençait à attaquer la section diagonale quand elle entendit Antoine s'activer dans la cuisine. Des bruits qui n'étaient pas là les autres fois. Le grondement sourd de la machine miellée, le tintement d'une cuillère contre de la porcelaine, l'odeur, quelques minutes plus tard, d'un café serré qui se diffusait dans l'appartement avec une présence presque physique. Il posa une tasse sur la table, à bonne distance de son travail, loin des fils, loin de la dentelle, mais dans son champ visuel. « Je ne savais pas si vous en preniez. »« Oui, merci. » Elle ne leva pas les yeux immédiatement. Attendit la fin d'un point critique, puis prit la tasse et but une gorgée. Le café était fort, sans amertume excessive, fait avec l'attention de quelqu'un qui le faisait pour la première fois depuis longtemps, ou qui avait voulu bien le faire. Elle ne dit rien de tout ça. Elle dit « Il est bon ». Antoine s'assit, cette fois à la table elle-même, à l'autre bout, suffisamment loin pour ne pas gêner son travail. Il avait apporté ses dossiers comme les autres fois, mais ne les ouvrit pas. Il gardait les mains à plat sur la table, les yeux sur la dentelle ou sur la fenêtre, alternativement. Ce fut lui qui parla le premier, ce soir-là. La voix calme, sans préambule. « Vous avez toujours fait ça? La restauration ?» Camille posa un point, contrôla la tension. « Non. Au début, je faisais de la création, des petites collections, des commandes privées. La restauration est venue après. Une cliente m'a apporté une nappe de famille abîmée. J'ai réparé. Elle en a parlé. Ça s'est enchaîné. » Elle fit une pause. « J'aimais créer, mais je me suis rendu compte que réparer ce qui existe déjà, quelque chose à quoi des gens tiennent vraiment, c'était plus satisfaisant. Ça a plus de sens pour moi. » Antoine hocha la tête lentement, comme si la réponse avait confirmé quelque chose qu'il avait pensé sans le formuler. « Vous avez appris où ? » ?»« Avec ma grand-mère d'abord. Elle brodait, puis un CAP broderie dentelle. Une formation en restauration textile, au Canaan. Puis 6 ans à me tromper et à recommencer.
Elle leva brièvement les yeux vers lui. « Et vous, la construction a toujours été ça ?» Il y eut un léger mouvement sur son visage. Pas un sourire, quelque chose de plus discret, une sorte de reconnaissance que la question lui était renvoyée. « Les ponts et chaussées. Ingénieur d'abord. Puis, j'ai voulu que ce soit le mien. Les chantiers, les décisions, les risques. J'ai monté la boîte à 31 ans. » Il regarda ses mains sur la table. Claire disait que je construisais des bâtiments pour compenser le fait que je savais pas construire autre chose. Camille ne répondit pas immédiatement. Elle posa un point, vérifia l'angle, posa le suivant. Elle avait raison. Antoine resta silencieux un moment. Probablement. Le café refroidit doucement dans les tasses. Dehors, Paris produisait son bruit habituel de fond, circulation lointaine, sirène éphémère, murmure de la ville qui ne s'arrête jamais vraiment. Camille travaillait dans ce bruit avec la concentration tranquille de quelqu'un qui a appris à trouver le silence à l'intérieur du bruit. Elle se demanda, sans s'y attarder, combien de fois quelqu'un était assis de l'autre côté de cette table depuis 2 ans. Elle avait l'impression que la réponse était proche de 0. Il mangeait à 20h moins le quart. Ce n'était pas prévu, du moins pas de cette façon. Camille avait terminé la section diagonale avec 40 minutes d'avance sur son estimation, ce qui lui avait permis d'attaquer les derniers 5 centimètres de la manche. Il lui resterait 2 heures de travail pour la 4e séance. Elle rangeait ses instruments quand Antoine dit, depuis la cuisine où il était retourné sans qu'elle l'entende s'y déplacer, « Il y a du café encore, si vous voulez. » Camille hésita. Ses affaires étaient à moitié rangées dans son sac. Il était 19h47. La ligne 2 était directe depuis Victor Hugo. Il y avait sa mère un étage au-dessus, qui avait probablement déjà dîné, mais qui attendait quand même des nouvelles. Et pourtant, « Volontiers », dit-elle. Quand elle arriva dans la cuisine, Antoine avait déjà 2 tasses sur le plan de travail et sortait d'un sac en papier brun posé sur le comptoir quelque chose qu'il déposa sur une assiette sans fioriture. Un paquet de madeleines. Camille s'arrêta. « J'en avais apporté pour ce soir, mais j'ai oublié de les sortir. » Il montra le sac du menton. Et là, il y en avait dans la boîte aux lettres. Elle regarda l'assiette, puis lui. « Votre concierge vous apporte des madeleines ?»« Non, c'est ma voisine du dessous. Elle en fait tous les mardis et en dépose pour les gens de l'immeuble. Ça fait 1 an. » Une pause. « Je ne lui ai jamais dit merci. » Camille ouvrit son sac et en sortit le sachet qu'elle avait emporté depuis chez elle, un paquet de madeleines de la boulangerie du Faubourg Saint-Denis, celle que sa mère aimait, emballée dans du papier cristal avec une étiquette manuscrite. Elle le posa sur l'assiette à côté des autres. Antoine la regarda faire sans rien dire. Il y avait quelque chose dans cet instant. 2 paquets de madeleines sur la même assiette de porcelaine blanche dans une cuisine à 5 millions d'euros, qui avait une qualité légèrement irréelle, comme si 2 décors de films différents s'étaient superposés par accident et que la superposition, au lieu de créer un problème, créait quelque chose qui fonctionnait mieux que les 2 originaux séparés. Ils s'assirent à la table de la cuisine, pas au salon. La table de la cuisine était plus petite, en bois, avec des traces d'usage, des cercles de tasses, une rayure ancienne sur un bord. Claire devait s'en servir. Antoine aussi, peut-être, autrefois. Camille prit une madeleine, la sienne, et la goûta. Moelleuse, légèrement citronnée avec ce fond de beurre noisette qu'on ne peut pas imiter avec de la margarine. « De la boulangerie Le Meunier », dit-elle. Elle fait ça depuis 1987. Antoine prit une des siennes, celle de la voisine, la goûta. « La mienne est à la fleur d'oranger. Elles sont meilleures, » dit Camille honnêtement. Il rit. Ce fut bref, une seule expiration, presque surprise, comme si le rire lui avait échappé, avant qu'il ait pu décider de le retenir. Camille nota qu'il avait l'air légèrement désorienté par sa propre réaction, comme quelqu'un qui retrouve dans une poche un billet qu'il avait oublié avoir mis là. Le café était chaud. Les madeleines disparurent en même temps des 2 côtés de la table. Antoine parla du casamento, pas longuement, pas en détail, mais il parla. Il dit que Claire et lui s'étaient rencontrés lors d'une conférence sur le patrimoine architectural à Lyon, qu'elle était historienne de l'art, et qu'elle avait passé 2 heures à lui expliquer pourquoi la plupart des rénovations modernes trahissaient l'esprit des bâtiments qu'elle prétendait respecter.
et que c'était la première fois qu'on lui avait tenu tête sur un sujet professionnel avec autant de compétences et autant de calme. J'avais demandé son numéro à la fin de la conférence. Elle m'a dit qu'elle n'était pas sûre que j'ai compris ce qu'elle avait dit. Il s'arrêta. Elle avait raison. J'avais écouté sans vraiment entendre. Camille avait les deux mains autour de sa tasse, les coudes sur la table. Elle ne l'interrompait pas, ne remplissait pas les pauses. Elle laissait la phrase suivante venir quand elle était prête. « Vous vous sentez coupable ?» dit-elle finalement, pas comme une question. Antoine leva les yeux. De quoi? D'être encore là. Silence. Pas un silence de malaise, un silence de quelqu'un qui vient de s'entendre dire une vérité qu'il connaissait, mais n'avait pas entendue dans les mots de quelqu'un d'autre. Il regarda la table. Puis, oui, Camille hocha la tête doucement. Ma grand-mère Odette a perdu son mari à 48 ans. Elle a mis 3 ans avant de ne plus s'excuser de rire. Il ne répondit rien. Elle continua. Elle m'a dit que la culpabilité des survivants, c'est pas de la trahison. C'est de l'amour qui ne sait plus où aller. Antoine resta immobile un long moment. La lumière de la cuisine était jaune et chaude. Une ampoule à l'ancienne, pas les spots LED qu'on mettait partout maintenant. Cette lumière-là était moins parfaite et plus vivante. Camille se demanda si Claire l'avait choisie aussi. Probablement. Elle se leva à 20h25, mit son manteau, remercia pour le café. Antoine la raccompagna jusqu'à la porte d'entrée. Dans le couloir, il s'arrêta une seconde et dit à mi-voix, comme s'il n'était pas sûr de vouloir le dire à voix normale. « J'ai dormi la dernière fois, après votre visite. C'était la première fois depuis longtemps. » Camille boutonna son manteau sans précipitation. « C'est bien !» Elle dit ça simplement, comme on dit merci pour une chose qui mérite d'être entendue sans être amplifiée. « Bonne nuit, monsieur Delacour. Bonne nuit, Camille. » C'était la première fois qu'il utilisait son prénom. Dans le métro, Camille ferma les yeux pendant 2 stations. Elle ne pensait à rien de précis, juste l'odeur du Chanel Neuf 5 dans le couloir, le rire bref et surpris d'un homme qui avait oublié qu'il savait rire, et la phrase d'Odette sur l'amour qui ne sait plus où aller. Elle ouvrit les yeux à la station Barbès-Rochechouart. Sur le quai, un homme jouait de l'accordéon avec des gants troués. Elle lui laissa 2 € dans le chapeau et continua. Les sœurs de Camille apprirent l'existence d'Antoine Delacour un jeudi soir, autour d'un plat de pâtes trop cuites sur la petite table de la cuisine de Michel. Camille avait parlé de la dentelle belge presque malgré elle. Pas du client, pas de l'adresse, juste du travail. Mais Michel, qui l'écoutait avec l'attention tranquille de quelqu'un pour qui chaque détail de la vie de sa fille comptait, avait laissé échapper. « C'est le monsieur du 16e, celui avec la robe de mariage. » Le silence qui suivit dura exactement 2 secondes. Puis, Valérie avait levé les yeux de son assiette. « Quel monsieur du 16e ?» Camille sentit ses épaules se raidir imperceptiblement. Elle posa sa fourchette, essuya ses doigts sur la serviette en papier. Élodie, à côté de Valérie, leva un sourcil. « Tu n'avais rien dit sur le 16e. » Michel se rendit compte qu'elle avait parlé de trop. Posa sa main sur celle de Camille en signe de soutien silencieux. Camille inspira doucement. « C'est un client, c'est tout. Une restauration, rien d'important. » Ce qui, pour ses sœurs, était exactement le type de phrase qui signifiait qu'il y avait quelque chose d'important. Valérie prit son téléphone. « Comment il s'appelle ? Ça ne vous regarde pas. »« Donc c'est intéressant. » Élodie ajouta avec ce ton mi-taquin, mi-jugeant qu'elle utilisait depuis l'adolescence. « Il est vieux, il est veuf, » dit Michel avant de pouvoir se retenir. Les yeux des 2 aînés se croisèrent comme lorsqu'elles avaient 8 et 10 ans et préparaient un coup. Veuf du 16e, client de couture. « Camille, tu vis un film et tu ne nous dis rien ?» lança Valérie. Camille se leva pour débarrasser son assiette. « Je travaille, c'est tout. Ce n'est pas un film. » Elle parla calmement, mais ses mains serraient un peu trop fort les bords de l'assiette. Élodie se pencha en avant. « Tu es monté là-bas avec tes petites aiguilles, dans un appartement de 300 mètres carrés, et tu veux nous faire croire que ce n'est pas un film ?» Valérie rit. « Franchement, j'aurais payé pour voir ta tête à la porte. Tu as mis ton tablier aussi ?» La remarque tomba entre elles comme un objet lourd. Michel prit une inspiration pour protester, mais Camille posa l'assiette dans l'évier avec un soin exagéré et dit simplement « On parle d'un travail. Vous savez, ce truc qui fait que maman peut payer ses médicaments. » Silence.
Valérie baissa les yeux la première. Élodie se racla la gorge. « On plaisante, Camille, c'est tout, tu sais bien. » Camille ne répondit pas. Elle rinça l'assiette, rangea les restes au frigo, salua sa mère d'un baiser sur la joue et rentra chez elle au premier étage avec cette sensation familière, pas tout à fait de la tristesse, pas tout à fait de la colère. Ce n'était pas de la jalousie, ce n'était pas de la douleur pure, ce n'était pas rien non plus, ce n'était pas de la simple fatigue, c'était plus profond, plus ancien, c'était une couche de plus sur toutes les autres. Elle se coucha tard ce soir-là, après avoir refait mentalement 2 fois la séquence de points qu'elle attaquerait le mercredi suivant. Dans l'obscurité de sa chambre, la phrase de Valérie tourna encore. « Vas-y, Camille, va te ridiculiser avec tes petites aiguilles. » Elle se surprit à répondre à voix basse, dans la pénombre. Ce ne sont pas des petites aiguilles. La 4e séance devait être la dernière. Camille l'avait planifié ainsi. 2 séances pour la cartographie et la reconstruction principale, une 3e pour la diagonale, une 4e pour la finition et l'harmonisation. Elle arriva quelques minutes avant 18 heures, comme toujours. Son sac un peu plus lourd que d'habitude, parce qu'elle y avait glissé un petit pot de cire pour fil, au cas où la tension du lin se comporterait différemment avec le changement d'humidité de l'air. Antoine ouvrit la porte. Il avait l'air plus fatigué que les autres fois, des cernes plus marquées sous les yeux, une tension supplémentaire autour de la bouche. « Bonsoir, dit-il. « Bonsoir, répondit-elle. Elle entra, posa ses affaires, ouvrit la boîte. La robe était là, intacte, telle qu'elle l'avait laissée. Elle ressentit cette petite décharge de soulagement qu'elle avait à chaque début de dernière séance. Jusqu'à la dernière aiguille, quelque chose pouvait arriver. Elle travaillait depuis 1 heure quand Antoine rompit le silence, cette fois d'une manière différente. « Vos sœurs m'ont appelé. » Le fil que Camille tenait entre ses doigts se tendit un peu trop. Elle le sentit immédiatement, la tension légèrement incorrecte. Elle posa l'aiguille sur le support, respira profondément 1 fois, 2 fois, puis regarda Antoine. Il était assis au bout de la table, les mains croisées devant lui. « Pardon ? Valérie. Elle a dit qu'elle travaillait aussi dans la mode. Elle a pris rendez-vous pour parler d'une éventuelle collaboration. » Camille ferma les yeux un bref instant. Ce n'était pas de la surprise, c'était autre chose. « Elles vous ont dit quoi ? Que vous étiez leur petite sœur ? Qu'elles m'avaient envoyé leur couturière de quartier pour mon problème de robe, comme une sorte de test. » Le mot resta suspendu dans l'air, désagréable. Antoine le laissa là. Que c'était une blague, au départ, une plaisanterie. Camille prit l'aiguille dans sa main droite sans la lever, juste pour sentir le métal sous la pulpe de ses doigts. Sa voix, quand elle parla, était étonnamment stable. « Elles vous ont dit ça à vous. Elles m'ont dit autre chose. » Elle piqua son regard dans le sien. « Mais la blague est la même. » Il y a eu un silence, lourd mais pas explosif. Antoine soutint son regard sans détourner les yeux. « Je ne l'ai pas trouvé drôle. Ce n'est pas fait pour vous faire rire, c'est fait pour me faire honte. » Elle posa l'aiguille. « Ce n'est pas nouveau, c'est juste plus haut sur l'échelle sociale, c'est tout. » Antoine inspira lentement, comme quelqu'un qui cherche ses mots dans une langue qu'il parle pourtant couramment. « Je suis désolé, vous n'y êtes pour rien. Je les ai laissés parler, j'aurais dû couper court. » Elle haussa légèrement les épaules. « Elles parleront avec ou sans vous. » Il se pencha légèrement vers elle. « Et vous, vous êtes venu quand même. » Camille sentit quelque chose serré dans sa gorge. Pas une larme, pas un sanglot, une contraction sèche, comme un muscle qu'on sollicite trop longtemps. « Mon travail n'est la plaisanterie de personne. » Elle s'entendit dire la phrase avant de la penser, comme si elle avait attendu depuis des années à la porte de sa bouche. « Alors oui, je suis venu. » Elle reprit l'aiguille. Ses mains tremblaient légèrement au début, des tremblements fins, presque imperceptibles, mais qu'elle percevait intensément. Elle respira doucement, se concentra sur la route du fil, sur la logique des points. La technique avait toujours été sa façon de traverser les émotions sans se noyer. Point après point, la tension dans ses doigts se régula, se transforma en précision. Antoine ne dit rien pendant un long moment.
Il se leva, alla dans la cuisine, revint avec 2 tasses de café et un petit bol avec 3 madeleines de la voisine et 2 de la boulangerie de Camille qu'il avait manifestement achetées lui-même. Il les posa sur la table, à la même distance prudente du tissu. J'ai pensé que, peut-être, ce soir on mélange. Il essaya de sourire. Ce n'était pas parfaitement exécuté, mais ce n'était pas faux non plus. Camille hésita, puis prit une madeleine, la sienne. Je ne vais pas rester longtemps. Elle marquait, sans le savoir, une frontière nouvelle. La dernière heure de travail fut à la fois la plus précise et la plus lourde. Chaque point était techniquement parfait, mais son esprit tournait en parallèle, comme si 2 rails de pensée coulaient en même temps. La concentration sur le fil et en dessous, les souvenirs des petites humiliations accumulées, les remarques sur ses mains abîmées, sur ses chaussures usées, sur les métiers manuels. Pendant un instant, elle sentit une vague de fatigue si dense qu'elle eut envie de tout laisser là, de partir, de ne plus jamais revenir. À 20 heures passées, la manche était terminée. Camille posa l'aiguille une dernière fois, coupa le fil au ras avec une paire de ciseaux japonais aux lames si fines qu'elle semblait dessiner la coupe plutôt que la faire. Elle passa lentement ses doigts gantés sur la longueur de la manche, de l'épaule au poignet, comme on caresse le dos d'un enfant pour le rassurer. La reprise était là, quelque part, mais même sous la lumière rasante de la lampe d'architecte, elle était introuvable. « Je vous laisse regarder », dit-elle en se levant légèrement pour lui laisser l'accès. Antoine contourna la table. Il se pencha, posa les mains sur le marbre comme la première fois, mais sa posture était différente, moins fermée, moins défensive. Il observa la manche pendant de longues secondes. Camille regarda son visage plutôt que le tissu. Ses yeux sillèrent une fois, doucement. Sa gorge se contracta. Il ne pleura pas. Les larmes restèrent à la frontière, perlées, donnant à son regard une brillance nouvelle. Les épaules, cependant, se relâchèrent d'1 millimètre. C'était là, dans ce micro-relâchement, que se lisait la profondeur de ce qu'il ressentait. « C'est... » commença-t-il, puis s'interrompit. Il chercha un mot. « On ne voit rien. » Sa voix était légèrement enrouée. « Même moi, je ne trouve pas. » Il caressa très légèrement la dentelle, sans appuyer. « C'est comme avant. Ce n'est pas comme avant. » Camille parlait doucement, mais sa phrase était nette. « C'est réparé. Ce n'est pas pareil. Mais c'est intact à nouveau. » Elle réalisa, en prononçant ces mots, qu'il ne parlait pas uniquement de la robe. Antoine hocha la tête lentement. Il resta encore là, penché sur la robe, pendant 3 longues minutes de silence. Camille attendit, debout à côté de la table, les mains jointes devant elle. Puis il se redressa, alla chercher quelque chose dans le buffet du salon, revint avec une enveloppe blanche qu'il posa sur la table. Pour le travail. Camille prit l'enveloppe, l'ouvrit, jeta un coup d'œil rapide. 12 billets de 100 €, 1200 €. Elle referma l'enveloppe, la reposa devant lui. « J'ai dit 140, c'est 140. » Antoine la regarda, surpris. « C'est de la gratitude. Ce n'est pas le mot. » Elle recula légèrement l'enveloppe avec 2 doigts. « Si vous payez plus parce que mes sœurs vous ont dit que c'était une blague, alors c'est de la pitié. Si vous payez plus parce que vous avez de l'argent, c'est de l'indifférence. Moi, je prends le prix du travail. » Pas autre chose. Il resta silencieux un moment, puis reprit l'enveloppe, en sortit un billet de 100 et un billet de 20, un de 20, en remit le reste dans le buffet. 140 alors. Il posa les 2 billets pliés sur le bord de la table. Respectés. Elle les prit, les glissa dans son portefeuille avec le même sérieux qu'elle avait mis à glisser le fil dans l'aiguille. Merci. Il y eut un autre silence, différent cette fois, un silence d'intersection, comme quand 2 routes se croisent et qu'il faut décider dans quel sens on va. Camille, elle leva les yeux. Son prénom dans sa bouche avait cette fois une tonalité différente, moins formelle, plus nue. « Oui », Antoine inspira profondément, comme on le fait avant un plongeon dans une eau dont on ignore la température. « Je peux vous demander quelque chose qui n'a pas de prix ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Il continua. « Dîner avec moi, pas comme paiement, pas comme remerciement, comme la personne qui a remis cette maison à faire du bruit. » Elle resta immobile. Les mots se déposèrent en elle avec un poids spécifique. Ni léger, ni lourd, juste dense. Elle pensa à sa mère, un étage au-dessus de chez elle, à ses sœurs et à leur rire, à la robe dans la boîte,
au Chanel Neuré 5 dans le couloir, au café, aux madeleines mélangées. Elle pensa à la blague, à la honte qu'elles avaient voulu lui fabriquer, à la réaction d'Antoine quand il lui avait parlé de l'appel de Valérie. Elle se dirigea vers l'entrée, prit son manteau, l'enfila. Ses doigts tremblaient un peu sur les boutons. Elle ouvrit la porte, fit un pas dehors. Antoine ne bougea pas. Il resta là, à 2 mètres d'elle, dans le couloir, sans s'approcher. Elle resta dos à lui pendant 10 secondes, qui en parurent 20. Le couloir sentait encore vaguement le Chanel Nero 5. Camille referma la porte d'entrée à moitié, s'appuya un instant contre le battant, puis la rouvrit. Elle revint de 2 pas dans le couloir, suffisamment pour être à nouveau dans l'appartement. « D'accord, dit-elle, je reste. » Ce n'était pas un oui à une histoire, ce n'était pas un oui à un avenir, c'était un oui à un dîner. Mais parfois, un dîner suffit à déplacer l'axe de choses qui semblaient fixées pour toujours. Le dîner n'avait rien de spectaculaire, c'était précisément ce qui le rendit important. Antoine ne sortit pas de grands plats traiteurs, ni de bouteilles hors de prix. Il ouvrit le frigo avec un geste légèrement embarrassé, comme quelqu'un qui se rend soudain compte qu'il n'a pas prévu de recevoir. Il y avait un bocal de cornichons, un reste de soupe industrielle, 2 yaourts, une bouteille de vin blanc entamé, du beurre demi-sel et un morceau de comté. « Je n'avais pas prévu, dit-il. » Camille haussa les épaules. « On fait avec ce qu'on a. » Ils descendirent ensemble à l'épicerie du coin. La nuit était tombée sur le 16e arrondissement, avec ses lampadaires jaunes qui donnaient aux façades haussmanniennes un air de décor figé. La rue était calme, les voitures rares, quelques silhouettes pressées, des chiens bien toilettés. Camille marchait à côté d'Antoine sans toucher son bras, sans accélérer ni ralentir. Le trottoir sous ses chaussures usées était le même que sous les mocassins de cuir d'Antoine, ce qui, pendant quelques secondes, lui parut profondément ironique. À l'épicerie, Antoine resta un instant immobile devant les rayons, l'air d'un homme qui a passé des années à sous-traiter ce type de décision. Camille prit un panier. Pâtes, tomates, ail, parmesan, c'est suffisant. Elle parlait avec l'assurance tranquille de quelqu'un qui a souvent transformé presque rien en quelque chose de mangeable. Il la suivit entre les rayons, prenant ce qu'elle lui indiquait. À la caisse, il tendit sa carte. Elle ne protesta pas. Ce n'était pas un geste de pouvoir, c'était un dîner chez lui. Elle avait payé assez de choses dans sa vie pour savoir quand laisser quelqu'un d'autre le faire. Ils remontèrent l'immeuble avec un sac de pâtes, une boîte de tomates concassées, un filet d'ail, un morceau de parmesan frais et une baguette encore tiède. La cuisine se remplit rapidement des odeurs simples de l'ail revenu dans l'huile d'olive, des tomates qui mijotent, du pain chaud posé sur la table. Camille attachait ses cheveux en un chignon encore plus approximatif que d'habitude, pour ne pas les avoir dans le visage, remuait les pâtes, goûtait la sauce directement dans la cuillère en bois. Antoine la regardait faire avec une attention qui n'avait rien à voir avec celle qu'il portait à ses chantiers, quelque chose de plus humble, de plus neuf. « Je ne vous imaginais pas, ici, » dit-il à un moment, en la voyant se déplacer aisément dans sa cuisine. « Ici comment ? À cette table, dans cette lumière, avec ça !» Il désigna le plat qu'elle préparait. Camille haussa les épaules. « Je cuisine partout où il y a du gaz et une casserole. Le reste, c'est décor. » Ils mangèrent dans le salon, pour la première fois non pas à la grande table en marbre, mais sur une petite table basse qu'Antoine avait déplacée devant le canapé. Les assiettes blanches étaient les mêmes que celles du quotidien. Le vin blanc était correct, sans prétention. La télévision resta éteinte. Ils parlèrent du marché saint-Quentin, du marché d'Aligre, des gens qui s'acharnent à négocier sur 50 centimes et dépensent sans compter ailleurs. Antoine raconta un chantier où un client avait voulu économiser sur les fondations pour pouvoir mettre plus d'argent dans le hall d'entrée. Camille parla d'une commande de robe de baptême annulée à la dernière minute parce que la cliente avait décidé d'acheter une pièce neuve dans une grande enseigne. À un moment, elle mentionna presque en passant « Je répare des vêtements qu'on a aimés, pas des vêtements qu'on a montrés. » Antoine reposa sa fourchette. « Vous savez que c'est exactement ce que Claire disait des bâtiments ? Je ne savais pas.
Elle disait qu'on dépensait des fortunes pour rendre les façades instagrammables et qu'on laissait pourrir les escaliers où les gens vivaient vraiment. Elle disait que les bâtiments, comme les gens, se reconnaissent à leurs cicatrices, pas à leurs filtres. Il sourit légèrement. Elle vous aurait beaucoup aimé. Camille sentit une chaleur étrange lui monter aux joues. Pas de la gêne, pas de la coquetterie. Quelque chose de plus grave. Être comparé à une femme morte qu'on a aimée n'était pas un compliment léger. « Je ne suis pas elle », dit-elle simplement. « Je sais. » Il la regarda avec sérieux. « Je ne cherche pas à remplacer. Je ne crois pas que ce soit possible, ni juste. » Il baissa les yeux vers son assiette. « Je cherche juste à ne pas mourir à petit feu dans un appartement qui ressemble à une archive. » Elle hocha la tête. « C'est déjà beaucoup. » Ils parlèrent jusque tard, plus tard que ce que Camille avait prévu. À 23 heures, elle se leva enfin. « Je dois y aller. Ma mère s'inquiète si je ne lui envoie pas un message avant minuit. » Antoine se leva aussi. Il hésita un instant, comme s'il n'était pas sûr de ce qui était permis. Puis, il se contenta d'ouvrir la porte. « Merci pour tout ça. » Elle sourit légèrement. Ce n'était que des pâtes. Ce n'était pas que des pâtes. Dans l'ascenseur, seul, Camille se surprit à se regarder dans le miroir. Chignon de travers, cerne léger, chemise simple avec une tache de sauce tomate près du poignet. Elle n'avait rien de la silhouette qu'on imagine au bras d'un homme comme Antoine Delacour dans les magazines. Et pourtant, pendant quelques heures, elle n'avait pas pensé à ça. Elle avait juste mangé, parlé, écouté, existé. Les semaines suivantes ne se transformèrent pas en contes de fées. Elles furent faites de choses beaucoup plus banales, des messages échangés pour des raisons d'abord pratiques, puis de moins en moins. Antoine envoyait une photo d'un détail de moulure dans un immeuble du 8e, en demandant son avis sur la broderie qui pourrait s'en inspirer. Camille répondait avec un croquis rapide pris dans son carnet. Elle lui envoyait une image d'un point rare trouvé sur un mouchoir ancien. Il lui répondait avec la photo d'un escalier en colimaçon dans un immeuble industriel qu'il rénovait. Ils se voyaient certains mercredis, pas tous, parfois pour un café, parfois pour une promenade dans le parc Monceau, à mi-chemin entre leurs deux mondes. Camille venait toujours en métro. Antoine, parfois, la rejoignait à pied depuis ses bureaux. Il parlait du travail souvent parce que c'était le terrain sur lequel il savait avancer sans se heurter. Peu à peu, des choses plus intimes passaient par les interstices. Une remarque sur la peur d'Antoine de vieillir seul, une confession de Camille sur la honte qu'elle ressentait parfois quand elle devait dire son métier dans certaines soirées où ses sœurs l'emmenaient. Valérie et Élodie réagissaient comme on pouvait s'y attendre. D'abord par la curiosité insistante, des messages, des appels, des invitations soudaines à déjeuner juste entre filles. Quand elles comprirent que Camille ne leur dirait pas ce qu'elles voulaient entendre, la curiosité se teintait de quelque chose de plus acide. « Tu crois vraiment que c'est sérieux ?» lança Élodie un dimanche midi. « Tu te rends compte de l'écart ? » « De quoi ? De l'argent ?» Camille ne leva même pas les yeux de son assiette. « De tout !» insista Valérie. « Du milieu, des codes, de la vie. Tu vas faire quoi ? Raccommoder ses costumes ?» La phrase avait un ton moqueur. Elle atterrit en réalité très près d'une vérité que Camille ne craignait pas. « S'il a des costumes, je peux les raccommoder, » répondit-elle calmement. « Et toi, tu fais quoi quand ton patron te jette après 10 ans ?» Valérie rougit, plus de colère que de honte. Michel posa sa main sur celle de Camille. « Laisse, dit-elle doucement. Elles ont peur. » « Peur de quoi ? Que tu réussisses là où elles ne t'avaient même pas imaginé. » Du côté d'Antoine, les résistances prenaient d'autres formes. Marc, son associé, le regardait avec ce mélange d'amitié et de pragmatisme qui l'avait toujours caractérisé. « Tu as le droit d'être heureux, tu sais, » lui dit-il un soir en fermant un dossier. « Ce n'est pas la question. » « Non, la question c'est... Tu veux l'être avec quelqu'un qui ne coche aucune case de ton monde. » Antoine ne répondit pas tout de suite. Il pensa aux cases. Études, réseau, patrimoine, habitude. Il pensa à la manière dont Camille tenait une aiguille, à la façon dont elle parlait à sa mère sans impatience, à la façon dont elle n'avait pas accepté les 1200 €. « Peut-être que mes cases n'étaient pas les bonnes, finit-il par dire. Marc haussa les épaules.
Alors change-les, mais ne fais pas semblant que ça ne coûte rien. Les clients d'Antoine remarquèrent aussi. Un déjeuner d'affaires à Neuilly, une remarque apparemment innocente. On dit que vous êtes très pris ces derniers temps, Antoine. Vous avez trouvé un nouveau chantier plus passionnant que nos tours de verre? Le ton était léger, mais le sous-texte clair. Antoine avait répondu sans se justifier. Je consacre du temps à autre chose. Oui, à quelqu'un, avait glissé l'un des associés avec un sourire implicite. Antoine n'avait pas nié. Le silence autour de la table avait changé de texture. Camille, de son côté, continuait de prendre le métro tous les matins vers son atelier du 10e. Elle continuait de gagner 1750 € certains mois, 1900 d'autres. Elle continuait de payer l'EDF, le loyer, les médicaments de Michel. Elle continuait de raccommoder des chemises dont les propriétaires ne savaient même pas son nom. Elle continua surtout de refuser obstinément de se laisser devenir un projet. Antoine voulut l'aider à trouver un espace plus grand pour son atelier. Elle répondit qu'elle n'avait pas besoin d'un espace plus grand. Elle avait besoin de clients qui payent à l'heure. Il proposa de financer une machine plus moderne. Elle dit qu'elle le ferait quand elle aurait économisé assez, pas avant. Si je laisse quelqu'un d'autre acheter mon outil de travail, je me vends avec, dit-elle. Il comprit. Il retira sa proposition, mais resta. Ce fut un soir de juin, presque un an après la première séance de restauration, qu'Antoine comprit que quelque chose de structurel avait changé en lui. Il était dans son bureau, avenue de Friedland, à regarder par la fenêtre les toits de Paris en fin de journée. Marc lui parlait d'un appel d'offres important pour un ensemble de bureaux à la Défense, une opportunité qu'ils auraient sauté dessus 2 ans plus tôt. Antoine écoutait, hochait la tête, faisait les calculs dans sa tête. Quand Marc eut fini, il dit simplement « On ne répond pas ». Marc cligna des yeux. « Tu es sérieux ?»« Oui, c'est 30% de croissance possible sur 2 ans. »« Je sais. » Alors, Antoine regarda sa montre. « J'ai promis à quelqu'un de l'accompagner demain matin au marché Saint-Quentin pour choisir un tissu. Je ne veux pas passer les 6 prochains mois à ne dormir que 3 heures par nuit pour un chantier qui ne me manque pas. » Marc le fixa un long moment, puis sourit, un vrai sourire, pas celui des négociations. « Tu es irrécupérable. Peut-être, ou peut-être enfin en train de devenir quelqu'un d'autre. » Antoine haussa légèrement les épaules. « Quelqu'un qui n'oublie pas de dire merci pour les madeleines de la voisine. » Marc éclata de rire. « Là, je veux bien voir ça. » Ce samedi-là, au marché Saint-Quentin, au milieu des stands de légumes, de poissons, d'épices et de tissus, Antoine tenait un sac de tote bag avec des échantillons que Camille lui faisait comparer. L'air sentait le poisson frais, le fromage fort et le café du stand du coin. Les voix se mélangeaient dans un brouhaha vivant. Antoine avait l'air un peu perdu et en même temps étrangement à sa place. Camille leva 2 morceaux de lin, l'un ivoire, l'autre écru, à la lumière. « Lequel ?»« Celui-là, dit-il en pointant du doigt. »« Pourquoi ?»« Parce que il est moins parfait. Il a des petites irrégularités. On dirait qu'il a déjà vécu un peu. » Elle sourit. « Tu apprends. L'été passa comme ça, fait de petits déplacements concrets plutôt que de grandes déclarations. » Camille restait dans son atelier du 10e, près du marché Saint-Quentin, avec ses 18 mètres carrés, ses 3 machines, ses murs couverts d'échantillons. Antoine continuait d'habiter son appartement de 340 mètres carrés dans le 16e, mais il avait commencé à ouvrir des fenêtres, au sens propre et au sens figuré. Il avait donné certains meubles à une association, déplacé la grande table en marbre pour la rapprocher de la cuisine, rangé la boîte de la robe de Claire, non plus sous le lit, mais dans une armoire qu'il ouvrait parfois, sans que ce soit pour souffrir. Un soir de septembre, alors qu'ils rentraient ensemble du parc Monceau, où ils avaient marché 1 heure en parlant de tout et de rien, Camille s'arrêta au pied de l'immeuble d'Antoine. « Je ne monterai pas ce soir. » Il la regarda, surpris. « Tu es fatigué ? » ?»« Oui, mais ce n'est pas que ça. » Elle chercha ses mots. « Je ne veux pas que ça devienne un endroit où je viens pour oublier qui je suis. » Il fronça légèrement les sourcils. « Je ne comprends pas. Je suis Camille Moreau. Brodeuse dans le 10e, pas la fille qu'on cache dans un appartement du 16e. Si je commence à monter ici comme si de rien n'était, sans que les choses soient claires, un jour je me réveillerai, et je ne saurai plus comment j'ai atterri dans ta vie.
Elle le regarda droit. « Je veux choisir, pas glisser. » Antoine l'écouta en silence. « Tu crois que je te cache? Pas encore. Mais ton monde à toi préfère quand les choses ne se voient pas. Les différences, les cicatrices, les gens qui ne rentrent pas dans les cases. Moi je suis une cicatrice ambulante pour ton milieu. » Elle sourit sans douceur. « Je n'ai pas l'intention de me laisser lisser. » Il eut un geste bref de la main, comme pour chasser une mouche invisible. « Alors, on ne cache pas. » « Comment ? Tu viens dîner avec moi, pas ici, chez ta mère, avec tes sœurs, et je viens avec un bouquet de fleurs comme un banal type du 16e qui sait qu'il doit faire ses preuves. » Il marqua une pause. « Ensuite, si tu veux, tu viens un jour à un de ces déjeuners insupportables avec mes clients, et tu leur dis ce que tu fais, sans t'excuser. » Camille resta silencieuse un moment. L'idée d'Antoine, assis à la table étroite de la cuisine de Michel, avec son bouquet et son costume bien coupé, avait quelque chose de presque comique et de profondément dangereux à la fois. « Tu es sûr ? » « Non. » Il eut un demi-sourire. « Mais je sais que si je ne le fais pas, je reste dans l'ancien plan. Et l'ancien plan m'a laissé veuf dans un appartement vide. » Le dîner chez Michel eut lieu un dimanche soir d'octobre. Antoine arriva avec un bouquet de dahlias et de roses simples, pas ces compositions extravagantes qu'on voit dans les halls d'hôtel. Michel, les mains encore mouillées de vaisselle, lui ouvrit avec un tablier à motif de cerise. « Monsieur Delacour, Antoine, s'il vous plaît. » Il tendit les fleurs. « Pour vous remercier d'avoir fait de Camille quelqu'un qui sait tenir une aiguille comme ça. » Michel rougit, embarrassé et touché à la fois. « C'est sa grand-mère qui a fait ça. Moi, j'ai juste payé les chaussures. » Elle rit. Antoine rit aussi. Le ton était donné. Élodie et Valérie arrivèrent 10 minutes plus tard, apportant un dessert et des remarques. Elles avaient mis du temps à décider comment se présenter. Le voir déjà assis à cette petite table, un verre d'eau devant lui, en train d'écouter Michel lui raconter une anecdote sur le marché d'Aligre, les désarçonna. « Bonsoir, » dit Élodie. « Bonsoir, » dit-il en se levant. « Je suis Antoine. » Valérie lui serra la main avec un sourire parfaitement réglé. « Nous nous sommes déjà parlé au téléphone. »« Oui. » Il la regarda sans agressivité. « Vous m'aviez dit que vous étiez dans la mode. » Un silence. « Je travaille dans l'édition, » corrigea-t-elle un peu raide. « C'est une manière de s'habiller les idées, » répondit-il. La phrase était légère, mais il y avait dedans une précision qui dégonflait la tentative de positionnement. Pendant le dîner, il parla de son travail, pas en chiffres mais en bâtiment. Il expliqua comment un mur porteur se pense, comment on renforce des fondations anciennes sans les trahir. Il écouta Michel se plaindre du prix des légumes et proposa, sans condescendance, de regarder ses factures EDF pour voir s'il y avait moyen d'économiser. Il ne chercha pas à impressionner, il chercha à être présent. Camille l'observait, la mâchoire légèrement crispée au début, prête à intervenir si une phrase dérapait. Il n'y eut pas de dérapage. Il y eut un moment, cependant, où Valérie, piquée par quelque chose de plus profond qu'elle, lança « Et vous, ça ne vous dérange pas que votre ami gagne en un mois ce que vous dépensez en fleurs ?» Le silence tomba. Camille sentit le sang lui monter au visage. Antoine posa calmement sa fourchette. « Ce qui me dérange, c'est que des gens pensent que la valeur de quelqu'un se mesure à ce qu'il gagne ou à ce qu'il dépense. » Il se tourna vers Camille. « Je ne peux pas faire une reprise invisible sur une dentelle belge du 19e siècle. Elle, oui. Alors, si on commence à compter, c'est moi qui suis en déficit. » Il sourit, pas pour plaisanter, pour adoucir ce qui devait être adouci. « Et puis, si je commence à faire mes comptes là-dessus, je dois aussi compter combien ça m'aurait coûté de ne pas l'avoir rencontré. » Michel, au bout de la table, serra la main de Camille sous la nappe. Élodie, pour une fois, ne dit rien. Valérie mâcha lentement un morceau de gratin et ne trouva aucune blague à ajouter. Plus tard ce soir-là, dans la cage d'escalier, Camille dit à Antoine « Tu as fait ça pour moi ?»« Un peu, et pour moi aussi. » Il haussa les épaules. « Je suis fatigué de faire semblant que ce qui compte ne compte pas. » Quelques semaines plus tard, ce fut au tour de Camille de traverser le fleuve. Antoine l'emmena à un déjeuner dans un restaurant discret près de Neuilly, avec 2 associés et un client important.
Il parlait de rendement, de taux d'occupation, de rentabilité. Antoine avait prévenu « Tu n'es pas obligé de dire un mot ». Elle avait répondu « Je ne suis pas venu pour me taire ». À un moment, l'un des hommes, un certain Dubreuil, se tourna vers elle, avec cette politesse qui masque souvent le mépris. « Et vous, mademoiselle Moreau, vous faites quoi dans la vie ?» Elle avala une gorgée d'eau, posa son verre. « Je répare ce que les gens aiment trop pour le jeter. » Dubreuil sourit sans comprendre. « Pardon, je suis brodeuse restauratrice. Je travaille sur des pièces auxquelles les gens tiennent. Parfois, ils ne savent pas que c'est ce lien-là qu'ils payent. Ils croient payer le temps, la technique. En vrai, ils payent pour ne pas perdre ce qui compte. » Elle le regarda droit. « Vous faites pareil, non? Vous ne construisez pas que des bureaux. Vous construisez des endroits où des gens vont passer leur journée. Vous leur vendez un peu plus que du béton. » Antoine la regardait, silencieux. L'associé leva les mains, amusé, touché. Dubreuil se tortilla un peu sur sa chaise, puis se mit à parler d'autre chose. Mais dans son regard, il n'y avait plus exactement la même chose. Camille, en sortant du restaurant, respira profondément dans l'air froid. « Ça allait ?» demanda Antoine. « J'ai survécu, dit-elle. Et eux aussi. » Les mois passèrent ainsi, faits de compromis et de résistance, de maladresse et d'ajustement. Antoine apprit à dire non à des dîners où sa présence n'était pas nécessaire, à des deals dont il n'avait plus besoin pour se sentir exister. Camille apprit à dire oui à certaines invitations, à se laisser offrir parfois un taxi quand elle rentrait tard, non parce qu'elle ne pouvait pas payer le métro, mais parce qu'accepter que quelqu'un prenne soin de vous n'est pas toujours une faiblesse. La robe de Claire restait dans la boîte, intacte, restaurée. Un soir d'hiver, Antoine la sortit et la montra à Camille à la lumière douce du salon. « Je ne la ferai pas porter, dit-il. Ce ne serait pas juste. » Elle hocha la tête. « Ce n'est pas son rôle. » Il replia le tissu avec soin. « Je pensais qu'en la gardant, je restais coincé. En fait, je me rends compte que la laisser exister comme ça, avec sa déchirure réparée, c'est une façon de me rappeler qui j'étais quand j'ai su aimer sans avoir peur. » Il leva les yeux vers elle. « Et que je peux le redevenir, différemment. » La vie qu'ils construisirent ensemble n'eut rien de spectaculaire. Il n'y eut pas de mariage en grande pompe, pas de déménagement dans une maison de campagne Pinterest, pas de photos de vacances paradisiaques. Il y eut des choses plus modestes et plus solides. Un abonnement partagé au théâtre de la colline, une habitude de se retrouver le mardi matin au marché d'Aligre quand Antoine n'avait pas de réunion, des dimanches où il cuisinait chez Michel, des soirs où Camille restait dormir dans le 16e sans que l'appartement ressemble pour autant à un hôtel. Antoine ne tenta plus jamais de payer plus que le prix qu'elle annonçait pour son travail. Elle, parfois, accepta une aide qu'elle n'aurait pas acceptée autrefois, un coup de main pour repeindre son atelier, un coup de fil à un avocat quand un propriétaire tenta de l'arnaquer. Ils apprirent ce que veut dire être deux sans que l'un devienne le projet de l'autre. Un mardi après-midi de février, presque 2 ans après la première réparation de la dentelle, Camille ferma l'atelier un peu plus tôt et rejoignit Antoine chez lui. Il était en jean, pour une fois, sans chemise impeccable. La table de la cuisine était couverte de papier, des plans, des devis, des chiffres. « Tu travailles ?» demanda-t-elle. « Je trie. » Il lui montra un dossier. « On vend l'un des immeubles de Neuilly. Je n'en ai plus besoin. Je préfère investir ailleurs. »« Où ?» Il leva les yeux vers elle. « Dans du temps, dans de l'air, dans... je ne sais pas, mais pas dans un énième plateau de bureau. » Elle s'assit en face. « Tu es sûr ?»« Pas sûr, mais décidé. » Il rangea les papiers dans une chemise. « On fait des pâtes ?» Elle sourit. « Comme la première fois. »« La première fois, c'était toi. La deuxième, ce sera toi. On verra si tu as appris. » Ce soir-là, ils mangèrent sur la petite table en bois, avec les mêmes assiettes blanches, le même bruit de couvert, la même lumière jaune. La différence, c'était le silence entre eux, plus lourd, plus plein, mais plus apaisé. Et là, dans cette cuisine du 16e arrondissement, avec l'odeur d'ail et de tomates, avec le bruit lointain de Paris derrière les fenêtres, avec une robe de mariée restaurée rangée dans une armoire et un futur qui ne ressemblait à aucun des plans qu'ils avaient faits, Camille comprit quelque chose qu'Odette avait essayé de lui dire toute sa vie sans trouver les mots exacts.
Et là, dans une cuisine simple où mijotait une sauce à l'ail et aux tomates, Antoine sut que la vraie richesse n'était ni dans les mètres carrés, ni dans les chiffres d'affaires, ni dans les façades impeccables. Ce n'étaient pas les contrats signés, ce n'étaient pas les comptes bien remplis, c'était ce bruit de fourchettes qui s'entrechoquent, c'était cette présence silencieuse en face de lui, c'était cette façon de réparer ce qui aurait pu être perdu. Ce n'était pas le marbre lisse, ce n'était pas le cristal aligné, c'était la main qui se posait sur la sienne, c'était le rire qui revenait après des années d'absence, c'était la peur qui reculait doucement. Et c'était un plat de pâtes partagé, c'était une table en bois marquée, c'était deux vies qui acceptaient d'être rapiécées ensemble.